Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, Bon, oui, oui, c'était le très bien. démarrage de l'enregistrement. oui. Bonjour à tous. Est-ce que peut-être on va demander à Mervé, qui a la technique de couper les micros qui créent des sons désagréables? Merci Mervé. Exactement. Alors, je vais devoir couper tous les micros et vous allez ouvrir votre Voilà, micro. vous ouvrez, s'il vous plaît, celui de Jocelyne, celui d'Isabelle Roire-Messager, bien sûr, d'Yves Le Lièvre. Et qui est-ce que j'ai oublié encore? Isabelle Roire-Messager. Eric, Eric, voilà. Très bien. Merci infiniment. J'ai réussi à réactiver mon micro. Eric, tu m'entends? Oui, oui. Oui, mais Eric n'a pas réactivé le sien, il va le faire. c'est bon. Nous y allons, il est 8h35, il est temps de démarrer. Bonjour à tous, nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Isabelle Roire-Messager. Avant de lui donner la parole, je voudrais remercier tous ceux qui sont présents ici. Merci de votre fidélité à nos matinales. Vous êtes membre de l'IEM. Pour ceux qui ne le sont pas, eh bien, nous espérons que vous serez bientôt membre de l'IEM. Vous êtes de publics d'horizons variés. Il y a parmi nous des médiateurs, des avocats, des experts, des juristes, donc une population très, très diversifiée. Et nous sommes heureux de vous accueillir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuelle Duparc, présidente de l'IEAM, association qui regroupe, comme vous le savez, des arbitres, des experts et des médiateurs. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Isabelle Roire-Messager. Isabelle, je vous salue et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Quelques mots de présentation avant de vous donner la parole. Vous êtes née dans le Nord, à Villeneuve-d'Ascq, dans une famille de médecins. Chez vous, tout le monde est médecin, c'est pas compliqué. Père, grand-père, arrière-grand-père, frères et sœurs. Et par miracle, vous échappez à cette trajectoire pour faire votre droit à la faculté de Lille, pour devenir avocat au barreau de Lille jusqu'en 1988. Pendant cette période, vous êtes également secrétaire général de l'Association européenne d'avocats, ayant son siège à Bruxelles. Et à ce titre, vous organisez de multiples colloques. Vous êtes également chargé de cours, toujours à cette époque, à l'Université de Lille 2, puis de Paris 12, en droit des entreprises en difficulté et droit de l'expertise. Et puis, votre carrière de magistrat débute en décembre 1998, puisque vous êtes admise au concours exceptionnel d'entrée dans la magistrature en qualité de conseiller de cour d'appel. Votre carrière de magistrat prend sa source à la cour d'appel d'Amiens, puis ensuite au tribunal de grande instance de Valenciennes, avant, je fais un résumé bien sûr, de prendre un poste à l'École nationale de la magistrature, où vous occupez le poste de sous-directrice, chargée notamment des formations initiales et continues à l'attention des juges des tribunaux de commerce. Puis, 2012, c'est l'arrivée à Paris, le poste parisien, où vous êtes nommé président de la Chambre de la propriété commerciale du tribunal de grande instance de Paris, puisque c'est ainsi qu'il s'appelait à l'époque. Depuis 2016, vous êtes conseiller à la Cour d'appel de Paris. Vous me direz s'il faut dire conseillère ou conseiller. J'ai toujours cette hésitation. Conseiller à la Cour d'appel de Paris, chambre 5-8 puis 5-9, c'est-à-dire une chambre qui traite des procédures collectives, du droit des sociétés, de la responsabilité des commissaires aux comptes, des experts comptables, des administrateurs judiciaires et des mandateurs judiciaires. On voit donc plusieurs domaines de compétences dans votre parcours, particulièrement saillant le droit des procédures collectives, l'expertise judiciaire et la médiation. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Vous êtes une femme rapide, je n'ose pas dire pressée, mais je veux le dire en mode élogieux, vous aimez l'efficacité. Et c'est à ce titre que vous êtes aujourd'hui notre invitée pour nous parler de l'injonction de rencontrer un médiateur. Pour vous donner la réplique, Yves Le Lièvre, ici présent, Yves, qui est donc administrateur de notre association et médiateur
très expérimenté après avoir exercé les fonctions de juge consulaire. Toujours au micro, Jocelyne Canetti, qui va également prendre la parole, présidente de notre commission communication, et Éric Séban, vice-président ici présent. Traditionnellement, après mon temps de parole, mon petit mot d'accueil, je donne le micro à Jocelyne Canetti. Jocelyne. Juste 2 points à vous préciser. On va laisser parler notre oratrice comme elle veut, entre 20 et 30 minutes. Vous aurez toute une séance de questions-réponses et pour qu'on puisse bien les organiser, s'il vous plaît, posez-les par écrit dans le petit icône qui s'appelle réaction en bas à droite, de manière à ce qu'avec Eric, on puisse organiser les questions-réponses. Si on est 53, si on peut, on vous laissera les poser directement, sinon on sera votre interprète. Le 8 mars prochain, digital et data, la médiation, une solution, point d'interrogation, ça sera notre prochaine séance le 8 mars. Notez-le dans vos tablettes, c'est toujours le 2e mardi de chaque mois. Yves, à toi. Oui, merci. Oui, juste, j'ai noté le dernier mot d'Emmanuel, efficacité. Alors, l'efficacité, là, aujourd'hui, c'est qu'on entende évidemment Isabelle Roy-Messager tout de suite. Simplement, je veux dire que ce sujet-là, il nous intéresse tous beaucoup. Parce que finalement, l'injonction, elle nous est un peu tombée sur le nez ces temps derniers. Au début, c'était un truc qu'on utilisait de temps en temps, on nous demandait de temps en temps d'utiliser. Maintenant, c'est beaucoup plus important. Alors, ce qu'on attend de vous, c'est que vous nous précisiez quelle est la loi, quelles sont aujourd'hui les règles légales sur l'injonction, et aussi, et surtout, je dirais aussi, la pratique que vous utilisez pour mettre en fonction cette procédure. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. Isabelle, allez. Merci. Voilà. Bien, merci pour vos mots d'accueil. La possibilité pour le juge de délivrer des injonctions de rencontrer un médiateur a considérablement, de mon point de vue, modifié la pratique judiciaire de la médiation. En effet, le plus difficile pour le juge, c'est d'obtenir l'accord des parties pour entrer en médiation. Et en fait, le juge, dans nos chambres, à la cour d'appel, n'a de contact qu'avec les avocats. Et certains d'entre eux, dont ça n'est pas la culture, s'opposent à ce qu'un médiateur soit désigné. Donc, notre pratique, enfin ma pratique en tout cas, c'était de convoquer les parties pour leur expliquer l'intérêt d'aller en médiation. Et le plus souvent, quand on avait contact avec les parties, ils acceptaient. Depuis la loi du 23 mars 2019, vous le savez, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer un médiateur. Je vais vous lire le texte. En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Donc, c'est dans ce contexte légal que l'on a commencé à délivrer des injonctions de rencontrer un médiateur. Alors, il faut dire qu'au départ, j'étais peu convaincue par l'efficacité de cette injonction en considérant que la médiation est avant tout volontaire. Or, les médiateurs qui ont pratiqué l'injonction, à ma grande surprise, à condition qu'ils pratiquent correctement cette injonction, et on reviendra sur la façon de procéder du médiateur, nous ont indiqué, notamment lors des auditions que nous avions organisées à la Cour d'appel de Paris, au sein du groupe de travail sur la médiation et la conciliation qui avait été présidé par Madame le professeur Valérie Lasserre, eh bien, tous les médiateurs qui venaient nous disaient que c'était très efficace et que très souvent, après une injonction, les parties acceptaient d'entrer en médiation. Et j'ai affiné un petit peu mon enquête, interrogeant les uns et les autres, tant ceux qui sont médiateurs souvent désignés chez nous que ceux qui sont aux baux commerciaux. Eh bien, ils me disent que ça fonctionne dans 3/4 des cas environ, c'est-à-dire que dans 3/4 des cas, les parties qui ont rencontré le médiateur acceptent de rentrer en médiation. Alors, je voulais voir ce matin 2 points avec vous. D'abord, le rôle du juge lors de la délivrance de cette injonction, puis après, le rôle du médiateur.
Donc, le juge, que fait-il quand il délivre cette injonction? Eh bien, il délègue son pouvoir d'information sur la médiation à un médiateur. Le juge va donc rendre une décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur qu'il désigne. La question qui se pose en pratique, c'est que se passe-t-il si les parties acceptent d'aller en médiation? Quel sera le régime juridique applicable à cette médiation? Est-ce que les parties acceptent une médiation conventionnelle et le médiateur alors entame immédiatement la médiation en cas d'accord? Est-ce une médiation judiciaire? Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut revenir vers le juge avec une perte de temps. On ne peut pas entamer tout de suite la médiation alors que les médiateurs savent bien qu'il y a des moments psychologiques qu'il faut saisir au bon. Et la médiation va donc durer plus longtemps et puis ça va occasionner un supplément de travail pour nos greffes qui sont surchargés, comme vous le savez tous, donc on évite évidemment de les surcharger. Et alors, s'agissant des médiations conventionnelles, ça fonctionne assez bien. Et il y a après une injonction, beaucoup de médiateurs qui entamaient des médiations conventionnelles. À mon avis, c'était la bonne solution. Au prix habituellement pratiqué par la Chambre, c'est sûr qu'il y a une question de confiance. Ce n'est pas parce que ça devient une médiation conventionnelle qu'il faut pratiquer des prix beaucoup plus importants que ceux qui sont octroyés aux médiateurs habituellement par la Chambre. Et dans d'autres dossiers, les parties demandaient à ce que ce soit encadré judiciairement. Et cela nous a paru être un peu problématique. Et donc, on a un peu réfléchi à une façon de faire autrement. Et puis, j'ai eu aussi la réflexion d'un médiateur, un médiateur de l'IAM, qui me disait, oui, mais c'est un peu compliqué parce que quand vous délivrez une injonction de rencontrer un médiateur, que l'on transforme ça en médiation conventionnelle, on doit discuter nos honoraires, c'est difficile, ça nous place dans des positions difficiles, on préfère que tout ça soit fait par le juge. Alors, avec l'association GEM, on avait un peu réfléchi à tout ça et on a créé une nouvelle injonction, une injonction qu'on appelle 2 en 1. Alors, il faut que vous connaissiez ça, c'est-à-dire qu'on fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et au cas où les parties accepteraient la médiation, on désigne le médiateur, son nom, on met le délai et le montant de la provision. Alors, ma pratique aujourd'hui, je continue à la mise en état à convoquer dans les dossiers qui me semblent éligibles les avocats en vue d'envisager une médiation. Mais sauf si les avocats me le demandent expressément en me disant vous aurez un pouvoir de conviction plus important, j'ai cessé de convoquer les parties pour leur proposer une médiation et donc je délègue mon pouvoir systématiquement en délivrant des injonctions. Ce qui signifie que je pense que je désigne moins de médiateurs que je ne délivre d'injonctions. Donc la médiation passe, en ce qui me concerne, majoritairement par l'injonction. Ça, c'est en ce qui me concerne, moi, dans ma chambre. Mes 2 autres collègues font différemment. Elles ne convoquent pas les avocats, elles trient les dossiers et dès qu'elles considèrent qu'un dossier est éligible à la médiation, elles délivrent des injonctions. Donc, l'injonction, c'est au moins 75% des cas de dossiers que l'on considère devant être traités en médiation. C'est donc évidemment un sujet majeur pour les médiateurs. Alors, je n'ai pas trop parlé avec d'autres collègues. Fabrice Vert, que vous connaissez tous, en référé, lui délivre aussi beaucoup d'injonctions, mais il ne pratique pas cette décision 2 en 1. Donc, lui, en ce qui le concerne, il dit qu'à l'issue de cette information, les parties pourront soit choisir une médiation conventionnelle, soit revenir devant le juge en demandant une médiation judiciaire, soit reprendre le cours de l'affaire s'il n'y a pas d'accord sur le principe de cette médiation. C'est dire
que les médiateurs doivent s'adapter impérativement à cette nouvelle pratique, et peut-être des organismes comme l'IEM pourraient penser à former les médiateurs à cette nouvelle pratique. Alors, quel est le rôle attendu du médiateur qui va recevoir cette injonction? Alors d'abord, je dois vous dire qu'on a vite repéré ceux qui étaient efficaces et ceux qui ne sont pas du tout quand on délivre cette injonction. J'ai vu certains médiateurs, des médiateurs de talent, ce qui m'a beaucoup attristé, se contenter de téléphoner aux avocats pour dire, voilà, j'ai une injonction. Ah non, non, mais mes clients ne veulent pas. Bon, bah, très bien, ils nous écrivent, pas possible, les clients ne veulent pas. Et ils ne les rencontrent même pas. Alors là, ça va pas du tout, parce que si le médiateur pratique de la sorte, évidemment, personne n'entrera en médiation et cette injonction est totalement inefficace. Et donc, vous voyez tout de suite le problème. Je pense à un médiateur de talent, je le désigne pratiquement plus, puisque je ne peux plus lui envoyer d'injonction. Donc, ça devient un obstacle si le médiateur ne sait pas manier cette injonction. Nous avons constaté que cette injonction fonctionne et que les parties acceptent de rentrer en médiation quand les médiateurs convoquent les parties, toutes les parties à une réunion. Ce n'est pas chacun de son côté, c'est provoquer une vraie réunion d'information avec les deux parties et, si les conditions sanitaires le permettent, en présentiel et non pas par Zoom. Le problème est que cette première réunion de médiation est gratuite, alors qu'on a bien conscience qu'elle occasionne des frais pour le médiateur, des frais de temps passé, des frais de secrétariat éventuellement pour la convocation, et on sait à quel point les convocations pour les médiations sont compliquées, et le cas échéant, des locations de salles, si on n'a pas une structure derrière soi. Par ailleurs, il y a un autre problème, c'est que quand je lis le texte, l'injonction doit être donnée de rencontrer un médiateur, mais on ne parle pas de personne morale. On voit mal le mécanisme d'une personne morale qui désignerait un médiateur pour déférer à cette injonction. Donc, ça va peut-être changer les pratiques de centres comme l'IEM. Alors, autre point, mais je pense que je vais être pas trop longue dans mon exposé. Autre point, si les parties, alors, le médiateur doit nous informer si elles ont accepté ou pas accepté d'entrer en médiation. Si les parties décident de ne pas entrer en médiation, nous on a réfléchi dans notre chambre et nous demandons expressément au médiateur de nous préciser quelle est la partie qui refuse la médiation. Et on a considéré qu'il ne s'agit pas d'une information confidentielle qui serait couverte par la médiation, puisque précisément, les parties ne sont pas entrées en médiation. C'est juste une réunion d'information où précisément, elles ont refusé la médiation. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose dont on peut tenir compte. On peut tenir compte du refus exagéré d'une partie en médiation quand nous, on la propose. Et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose quand c'est un médiateur que les parties indiquent qu'elles refusent d'entrer en médiation. Donc voilà notre pratique. Moi, j'en suis assez contente puisque ça m'a soulagée de toute cette convocation de parties, même si c'était plaisant de recevoir les parties, puisqu'on a délégué tout ça à un médiateur, mais je conçois aussi les problèmes que ça puisse poser au médiateur, et j'aimerais bien entendre Monsieur le Président Lelièvre sur ce sujet. Voilà. Merci. Je voulais peut-être prolonger cette discussion sur un point. Si j'ai bien compris, la loi n'oblige pas le passage par l'injonction. La loi autorise, mais elle ne l'oblige pas. C'est-à-dire qu'un magistrat peut encore désigner des médiateurs sans passer par la case d'injonction. Bien sûr. C'est au cas où je relis le texte. En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties.
s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, c'est pas qu'ils ont refusé. Ça peut être qu'ils ont refusé ou qu'il ne leur a même pas demandé. Peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. C'est une possibilité pour le juge. Mais si j'ai bien compris, c'est une possibilité pour le juge, mais dans la pratique, on va vers quasiment une obligation, enfin, de passer par là. Enfin, si j'ai bien compris, les pratiques qui sont pas les pratiques des magistrats pour l'instant. Moi, je préfère parce que je continue, mais ça m'est personnel et mes collègues ne font pas de la même façon. Je préfère d'abord rencontrer les avocats parce que je pense que je peux avoir un pouvoir de persuasion. Donc, je préfère rencontrer les avocats. Je trouve que c'est moins abrupt parce sinon, ils ne comprennent pas bien ce qui leur arrive. Ils délivrent une injonction. Je pense que c'est utile d'avoir cette discussion avec eux. Et c'est simplement quand je considère que leur refus n'a pas de sens, que c'est l'intérêt des parties d'aller en médiation que je délivre ces injonctions. Mais il y a quand même beaucoup de barrages, de pas tous les avocats, de certains avocats, en tout cas ceux qui ne sont pas formés à la médiation et pour qui aller devant une juridiction, c'est un combat avant tout. Avant de laisser les questions se poser, j'avais un autre problème sur le plan obligatoire. La gratuité dont on parle, elle est obligatoire ou elle est pas obligatoire? Rien n'est prévu pour le paiement du médiateur qui juste délivre une information. Les textes ne prévoient absolument rien. Alors, c'est vrai que ça, c'est un souci, mais rien n'est prévu. Et comme c'est une injonction, on voit mal comment on peut les faire payer. On ne pourrait faire payer que ceux qui acceptent et pas ceux qui n'acceptent pas. Enfin, c'est compliqué. Bien, non, moi je pense qu'il faut laisser du temps aux questions. Est-ce que Eric ou Jocelyne, vous pouvez prendre la main sur les questions, puis j'interviendrai si éventuellement il y a un problème de pratique qu'on peut connaître les uns et les autres. Eric? Moi,